Hey, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour un épisode NFL. Et ce soir, on va pas seulement parler NFL, on va parler d'un événement bien particulier qui a eu lieu entre la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine. C'est la NFL Combine, ou comme vous pouvez le voir ici sur le petit logo que je vous ai chargé pour vous donner une idée, le Scouting Combine. Donc, globalement, le Scouting Combine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, simplement, c'est un événement qui est organisé par la Ligue pour permettre aux joueurs qui se sont inscrits à la prochaine draft de venir montrer leur talent, de venir montrer leurs aptitudes physiques et de venir se faire globalement tester à vue d'homme, on va dire ça comme ça, par les différentes équipes de la ligue. Donc, petite parenthèse rapide pour ceux qui ne seraient pas familiers, en NFL, c'est pas exactement comme le foot qu'on a l'habitude de voir nous en Europe où on a différents clubs qui peuvent se permettre de former des joueurs, de vendre des joueurs, de quand ils passent pro négocier les contrats ou en fin de contrat on peut partir. En NFL, il y a quelques similitudes, mais le point de départ est totalement différent. Vous avez un programme de sport au niveau des études qui permettent aux joueurs dès l'école secondaire pour nous les Belges ou le collège et le lycée pour les Français, qui leur permettent directement de se démarquer dans une ou plusieurs disciplines sportives ou d'autres disciplines. Si on parle de sport, mais il y en a évidemment d'autres. Ça permet aux joueurs d'être considérés comme des recrues, de débloquer des bourses et donc de pouvoir travailler leur art et leur craft pendant leurs études. Donc lorsqu'on arrive pour la NFL, en tout cas lorsqu'on arrive à la fin du parcours de l'école, avant d'arriver globalement à l'université ou au college, comme on appelle ça, vous avez la possibilité de vous démarquer, d'être bon, et là, différentes universités s'intéressent à vous, peuvent vous débloquer, comme je le disais, une bourse et des facilités pour que vous puissiez enfin, continuer vos études dans un bon établissement et évidemment avec des programmes de football qui, je ne vais pas dire qui garantissent, mais qui donnent une bonne opportunité de pouvoir jouer dans la grande ligue à la fin. Donc, ce combine nous sert à simplement, je ne vais pas dire établir, mais peut-être renforcer ou donner un certain ordre à la draft qui aura lieu d'ici quelques temps et qu'on aura évidemment l'occasion de couvrir. Je me ferai un plaisir absolu de couvrir ça avec vous, de faire un épisode ou l'autre pour qu'on discute un peu des éventuelles surprises, des gagnants, des perdants, de voir les équipes qui sont le plus ou moins renforcées. Il y a vraiment moyen, je pense, de passer un très bon moment et je me réjouis absolument de le faire. D'ailleurs, rien qu'à en parler 2 secondes avec vous, j'ai déjà trop chaud. On va retirer ça tout de suite parce que ça me donne trop chaud de parler de ça avec vous. Alors, oh, pardon. Si ma voix est un peu rauque, c'est parce que ma gorge n'est pas dans le super état, mais j'avais quand même vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. J'avais pas envie d'en parler des semaines après ou des jours après. Ça vient de se terminer lundi ou mardi, si je dis pas de bêtises. Donc c'était encore chaud, frais dans mon esprit. J'avais vraiment envie d'en discuter. Donc globalement, la combine arrive forcément avant la draft. Elle permet à un nombre énorme de joueurs, je pense qu'on parle de plus de 300 joueurs, d'être présentés dans le stade à Indianapolis. C'est le fameux, je le mets ici, je connais pas les noms par cœur de tous les stades, on va pas se mentir. Lucas Oil Stadium, c'est à Indianapolis. Ça, par contre, chaque année, le combine a lieu à Indianapolis. Pour ce faire, on va réunir, comme je vous le disais, plus de 300 joueurs qui auront l'occasion, à travers plusieurs exercices, qu'ils soient mentaux, physiques, de psychomotricité ou d'état de forme, parce que ça on va parler, l'état de forme est très très important, surtout pour les franchises, de venir montrer leur talent par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a des épreuves, on va les regarder juste après, qui ont lieu par position sur le terrain. C'est-à-dire si vous êtes un quarterback, vous allez passer vos tests avec les quarterbacks, les cornerbacks, enfin les DBs, pardon, les defensive backs, même chose avec les linebackers et les safety. Chacun a vraiment sa classe. Les joueurs sont invités et ils ont l'occasion de montrer ce qu'ils ont sur le terrain, mais en étant, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'ils peuvent se mesurer directement à la compétition directe. Ils peuvent voir les gars qui sont annoncés, premier linebacker à sortir, ou premier safety, ou premier quarterback. Évidemment, le quarterback, c'est toujours la grosse attraction. On veut savoir qui va drafter le quarterback, on veut savoir quel nouveau franchise QB va pouvoir éventuellement changer le sort d'une franchise. Et ça arrive assez souvent. Sauf qu'en général, ces derniers temps, c'est rarement les first pick, donc les joueurs qui sont choisis en premier lieu, qui ont c'est pas souvent les first picks au niveau quarterback qui ont tendance à changer. On a des quarterbacks, je donne un exemple parce que c'est mon favori. On a Dak Prescott au Dallas Cowboys par exemple qui a été drafté au 4ème round. Donc on a vraiment des surprises. On a des joueurs qui ont une cote qui chute ou qui monte de manière parfois un peu vertigineuse, où il y a des décisions qui sont prises par les franchises qui sont assez difficiles à comprendre. Mais on aime toujours savoir au niveau des quarterbacks qui va être drafté le premier, les linebackers, comme je vous disais, les safety, peu importe les positions. Vous avez defensive line, offensive line, peu importe. Vous êtes testé par groupe, vous avez des épreuves
et toutes les équipes de la ligue sont représentées. En général, les personnes qui vont aller là-bas et qui ont le plus gros d'intérêt, c'est ce qu'on appelle les general managers, donc les GM. Ce sont les personnes, ce sont en gros globalement des managers, donc qui sont évidemment hauts dans l'organigramme, et ils ont la confiance des propriétaires pour aller évaluer les talents et ramener le plus de talents possible dans l'équipe pour la saison à venir. La draft en NFL a une valeur qui est incommensurable, elle est énormissime et il suffit de voir à quel point les pics ont de la valeur lorsque vous voyez un joueur être échangé. Lorsque un joueur est échangé entre une équipe, la valeur des pics est vraiment énorme. C'est quelque chose qui est très recherché, c'est quelque chose qui peut vraiment changer une franchise. Je ne vous cache pas que quand les New England Patriots choisissent Tom Brady au 6e ou 7e round, je ne sais pas, on peut dire que ça c'est quelque chose qui a changé totalement la face de la franchise. Il y a évidemment beaucoup de facteurs, mais la draft a vraiment une valeur énorme. Donc vous vous doutez que c'est un process qui dure pendant toute la saison régulière de NFL, où malgré le fait qu'on se concentre sur l'équipe et les talents qui sont là en cours, on se focalise déjà sur les talents du futur. Donc on va regarder les saisons de college, donc d'université, pour voir quels joueurs se démarquent, quels sont les postes, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, est-ce qu'il y a vraiment un can't miss, comme ils appellent ça, c'est-à-dire vraiment le joueur où on sait dès le départ que quand il va arriver dans la ligue, il va avoir un impact, surtout à certaines positions. Il y a évidemment des équipes qui ont déjà des quarterbacks, donc on va peut-être regarder en défense, on va peut-être regarder au niveau des receveurs, de la ligne offensive, de la ligne défensive. Tous les choix peuvent être faits, et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment un mécanisme énorme. Ce combine, ça permet de rassembler globalement tous les joueurs qui se sont démarqués, on va dire ça de la sorte, qui ont en tout cas attiré l'attention des franchises et de la ligue, pour leur permettre comme je vous le disais, montrer leur talent et montrer encore pas mal de choses. Je vais m'arrêter sur les tests et évaluations, c'est surtout du physique, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a une limite à ça, on va en parler juste après, mais globalement, on a pour les différents groupes un sprint, le fameux 40 yard dash, donc le sprint de 40 yards, en gros on le met sur 40 yards, et en général on est entre 4 et 5 secondes, parfois un peu plus évidemment pour les big men ou les quarterbacks qui sont pas mobiles, et on voit un peu le temps, donc on veut évaluer la rapidité de sprint. On a le développé couché avec une barre à 102 pour savoir combien de reps on peut faire, savoir la puissance, la force des joueurs. Évidemment, ça concerne plus. Chaque exercice est plus ciblé par rapport à nous, mais en général, ils les passent tous. Ils les passent tous pour donner un indicateur, parce que même si ce n'est pas ce qu'on recherche le plus chez vous, le fait qu'il y ait une certaine versatilité peut être absolument apprécié et recherché. Ça peut faire monter une cote, ça peut aussi malheureusement faire descendre une cote d'un joueur. Donc, on aura l'occasion d'en parler. On va se faire la liste, on en parle juste après. La détente verticale, donc la détente sèche, comme on appelle ça, où ils ont une énorme barre avec des languettes blanches. Et en fonction de celle que vous tapez, on sait la hauteur que vous avez atteinte. Oui, le saut en longueur sans élan, où il y a une vidéo incroyable de Jalen Hurts, le quarterback des Eagles, qui était juste incroyable. Où Jalen Hurts, par exemple, est typiquement le quarterback de Combine parce il était absolument injouable sur quasi tout. Parce que c'est un très bon runner, il est très puissant, c'est un monstre de la salle de muscu, donc c'est clair que c'est quelque chose où je sais qu'il avait attiré énormément l'attention des franchises. Et quand on voit quelques vidéos de lui qui a une détente sèche incroyable, qui fait un saut en longueur sans élan absolument monstrueux, c'est clair que ça peut fortement plaire aux franchises et ça peut fortement augmenter votre cote à la draft. On peut passer d'un joueur qui est évalué au par exemple 4e ou 5e round, on peut augmenter d'un round, voire de 2 rounds. On a vraiment parfois des changements qui sont drastiques. Alors de là à savoir si c'est justifié ou non, c'est une toute autre question. La question qu'on va se poser, c'est de savoir un peu cette année qui a fait quoi. On va jeter un oeil juste après ça. Donc le saut sans élan, on l'a dit, le 20 yard shuttle. Donc en gros, c'est un peu. Nous au foot, quand on était jeune, on appelait ça la mort subite. Où vraiment vous courez, vous revenez, et c'est timé pour voir à quel point vous pouvez aller vite sur une courte distance, à quel point vous êtes rapide sur vos appuis pour vous retourner, redémarrer. Ce sont évidemment des skills pour certaines positions qui sont absolument appréciées. On va pas parler de tout ce qui est skill positions, tout ce qui est wide receiver, tight end, DB, linebacker. Ça, c'est des choses qui sont évidemment essentielles au jeu. Quand vous êtes en full speed sur un sprint, là, savoir à quel moment vous êtes capable de vous arrêter pour gagner une milliseconde sur un appui, ça change la donne au plus haut niveau et on peut s'en rendre compte à chaque heure des matchs de la ligue, c'est vraiment évident. Le 3-cone drill, donc on place 3 cônes, on demande aux joueurs de faire le tour, parfois on doit attraper la balle, parfois on ne doit pas attraper la balle, mais en général oui c'est ça, c'est vraiment très court, on fait un angle droit, on revient sur place. Oui, le 60 yard shuttle, donc là où vous allez, hop, je sais plus si c'est tous les 5 yards, mais c'est globalement une mort subite mais assez longue. Pareil, on veut savoir si vous êtes rapide sur vos appuis, mais si vous tenez le coup aussi sur l'intensité. Donc globalement, on veut savoir si les joueurs
ont les caractéristiques physiques nécessaires pour rentrer dans la ligue et surtout à quel point ces capacités peuvent être draftées hautes. C'est-à-dire, si vous êtes prévu pour un sixième ou un septième round, on va pas se mentir que la ligue va faire beaucoup moins attention à vous et à vos, comment dire, vos prédispositions génétiques ou à votre travail que si vous êtes vraiment destiné au premier round, au deuxième, voire même au troisième round. Le troisième round reste vraiment très important, c'est toujours des beaux picks, et on peut le voir aussi dans certains échanges. Je me réjouis du prochain gros trade ou des prochains moves, qu'on puisse un peu en discuter, qu'on se rende compte justement de cette valeur, mais je ne suis pas certain que ça va arriver tout de suite. Ou alors juste avant la draft, par contre, je dis ça, mais c'est que juste avant la draft, on pourrait avoir encore des décisions de franchise ou d'équipes qui veulent ramener du sort neuf ou qui voient une opportunité parce que il y a une dispute contractuelle où il y a simplement un mismatch entre une équipe et un joueur, et il y en a certaines qui peuvent, comme on dit, tirer le marron du feu, il n'y a pas de problème avec ça. Exercice spécifique selon le poste du joueur, donc forcément vous doutez que le quarterback lance, l'offensive lineman, on va lui demander oui, de se mettre devant une protection, de voir sur les appuis s'il est capable de bouger vite, de retenir. Donc globalement, ce qui est le plus attendu de vous, un receveur va devoir attraper la balle. Un corner peut aussi devoir rattraper la balle, mais voir aussi la vitesse de réaction pour passer devant le joueur, pour comprendre les concepts. Ça, c'est très important. Évidemment, il y a un entretien, et ça, c'est plutôt une partie, et je pense sincèrement, ça, c'est une des choses que les franchises apprécient le plus au Combine. C'est-à-dire que vous avez une possibilité, toutes les équipes ont une possibilité d'interviewer les joueurs. Donc pendant 15 minutes, on peut leur poser des questions, et je pense que comme vous devez vous en douter, si ce n'est pas le cas, je vous l'annonce, dans le sport de haut niveau, il est un fait avéré que le physique est ultra important. Par contre, on parle très peu, je trouve, de l'aspect mental. Pas assez en tout cas à mon goût, mais l'aspect mental est absolument prépondérant. Je veux dire, sans ça, c'est difficile de réussir et surtout de se maintenir. Donc, on a tous dans tous les sports des exemples d'un joueur qui a un coup d'éclat pendant un an ou deux, qui est vraiment excellent, qui est au sommet mais qui ne parvient pas à y rester. C'est là vraiment que l'aspect mental va entrer en jeu et va vous permettre ou non d'être un joueur, un très bon joueur, voire un joueur élite sur le long terme. Et ça, je sais que les équipes, ils font très attention, ils préparent leur questionnaire, ils essaient de poser des pièges, ils essaient de voir aussi le caractère, voir si vous êtes quelqu'un de compétitif, si vous êtes quelqu'un de, comment dire, de sûr de vous, ou si vous êtes justement, vous n'êtes pas sûr de vous, si vous arrivez et que vous êtes en transe et que vous bégayez à la moindre question, je sais que ça peut absolument freiner des franchises, et ça peut aussi freiner des franchises dans le cas inverse. Si vous arrivez et que vous êtes vraiment trop sûr de vous, mais que vous vous gourrez à chacune des questions, ça va évidemment pas avoir l'effet escompté. Et d'ailleurs, à cet exemple, je peux vous parler de l'an dernier, ça a fait énormément les titres l'an dernier lors du Combine. On a Shedeur Sanders, qui est le fils de Primetime, donc de Deion Sanders, qui est une légende absolue et champion en NFL à de multiples reprises. Shedeur était à la base, il était à la fin de sa saison, de sa carrière, on va dire en college, à l'université, on l'attendait vraiment dans les 5 premières places. Évidemment, il y a beaucoup de discussions, mais on l'attendait sincèrement dans les 5 premières places. Et il a pris la décision, comme ça arrive souvent avec les prospects qui vont être draftés assez haut, surtout au niveau des quarterbacks, il a pris la décision lui, de ne pas lancer, de ne pas se tracasser du combine, il n'a pas fait les exercices. Mais par contre, il était quand même présent et il a assisté aux entretiens avec les franchises, parce que je vous dis, ça c'est quelque chose qui est très apprécié par les franchises, et le fait de le skip, je pense pas que ce serait super bien vu, et personne n'est au-dessus de la ligue. Même si vous êtes un énorme prospect, personne n'est au-dessus de la ligue. Et je pense que c'est une chose que Shedeur a un peu sous-estimé. Lui, il s'est dit globalement, euh, les tapes globalement, c'est simplement les films de leur carrière en college. Mes tapes parlent pour moi. Je suis sûr de moi, je sais ce que j'amène, je suis un savant du jeu et j'ai pas vraiment besoin de me plier. Et apparemment, d'après les différents rapports qui sont sortis à ce moment-là, il a un peu torpillé les questions, il était vraiment apparemment très sûr de lui, il n'a pas vraiment voulu se plier au jeu, et il l'a payé très cher parce qu'on parlait de lui dans les 5 premières places, au final il a été drafté au 5e round. C'était franchement une surprise. J'avais entendu l'an dernier, juste avant la draft, qu'effectivement certaines équipes n'étaient pas sûres de lui parce qu'il gardait trop la balle et il subissait trop de sacs, mais n'empêche, personne ne s'attendait à le voir au 5e round. Alors évidemment, il y a les théories de la conspiration qui visent à dire que, vu que les propriétaires sont en général des personnes blanches riches qui auraient eu une sorte de racisme parce que Shedeur est un gars qui est arrivé, il a pas besoin de la fortune, il a été élevé dans un très bon endroit avec Dion, d'ailleurs Dion a été son coach en college, c'est un mec très sûr de lui, on peut le voir d'ailleurs encore au Cleveland Browns, cette année il est très sûr de lui, et il a raison parce que c'est un excellent joueur, mais certains disent que, vu qu'ils n'ont pas aimé le fait de devoir un jeune gars arriver arrogant et trop sûr de lui, ils ont voulu lui donner une leçon. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je sais pas trop quoi en penser. Malheureusement, j'ai pas eu de rapport exact parce que bah, je suis personne dans la ligue pour savoir un peu effectivement si les questions étaient vraiment
torpiller, si vraiment il était trop arrogant au point de penser qu'il était au-dessus de tout ça et qu'il allait simplement être sélectionné parce qu'il était si bon. Honnêtement, je n'en sais rien, mais c'est pour vous dire, simplement, le point, c'était de vous dire que une interview comme ça peut vraiment avoir un impact sur une trajectoire et sur une carrière. Parce qu'on parle d'un joueur qui était sincèrement destiné à une équipe du haut de tableau, du haut de tableau au niveau de la draft, c'est-à-dire drafté haut, et il s'est retrouvé vraiment au 5e round comme vraiment un backup globalement, un quarterback qui va simplement être derrière le QB1 et qui va plutôt essayer d'apprendre derrière et rentrer lorsqu'il y a une blessure ou lorsque c'est un blowout et qu'on ne veut pas prendre de risque, on le fait rentrer. Donc je vous dis, ça peut vraiment avoir un énorme impact et je sais que la Ligue et les équipes de la Ligue mettent un énorme accent sur ces entretiens parce que ça permet de voir beaucoup de choses, ça permet d'entendre beaucoup de choses et ça permet de prendre des décisions pour le futur. Parce que je vous dis, en général, surtout au niveau des quarterbacks. Alors évidemment, on va interroger tout le monde, mais les quarterbacks, il faut vraiment les voir comme les CEO. Ils représentent les équipes, ils peuvent vraiment pas se permettre de faire de vagues, ils doivent donner les bonnes réponses, ils doivent être dans le politiquement correct. Donc les équipes veulent s'assurer qu'ils vont pouvoir compter sur on va dire, le directeur de l'équipe sur le terrain pour prendre les bonnes décisions, mener les gars pour aller gagner, ne pas justement causer des frictions, mais plutôt rassembler les autres. Ce sont des qualités qui sont vraiment fortement recherchées pour un quarterback, au-delà de la taille du bras et de la puissance à laquelle on peut lancer, de la précision à laquelle on peut lancer. Tout ce qui est intangible, c'est-à-dire le caractère, le leadership, tout ça, c'est quelque chose qui est fortement visionné et fortement apprécié par les équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Le fait de pouvoir vraiment avoir un entretien avec le joueur, poser des questions, sentir l'énergie. On a tout ça. Quand on rencontre quelqu'un en direct, on n'a pas la même énergie que si on parle avec cette personne en, vous comprenez, par distance, par réseaux sociaux interposés, comme c'est vraiment d'époque. Non. Ici, on peut rencontrer la personne, on peut voir comment il se porte, on peut voir comment il s'exprime, on peut voir l'énergie qu'il dégage, et on peut essayer surtout de le mettre dans des positions parfois un peu périlleuses pour voir justement comment le joueur réagit. Alors évidemment, l'évaluation de l'état physique et des blessures. Il y a deux choses là-dedans. L'évaluation de l'état physique, je sais aussi que c'est quelque chose qui est fortement regardé, et simplement parce que je me renseigne énormément, je regarde beaucoup de talk shows, je suis pas mal de personnes qui ont pas mal d'influence dans la ligue ou de personnes qui ont une place importante dans les médias. Pourquoi je vous dis ça? Il y a certains joueurs qui parfois ne se rendent pas compte de l'opportunité, de la chance et du changement de carrière que peut appliquer le fait d'être drafté haut par une équipe NFL ou d'être drafté tout court et qui, à la fin de la saison de college qui s'est terminée il y a 2 mois de ça, si je dis pas de bêtises, plus ou moins. Donc, ils ont globalement quelques semaines où ils ne sont plus tenus de s'entraîner comme ils devaient s'entraîner pendant la saison régulière. Il n'y a pas de match qui arrive, donc on n'a pas besoin de s'entraîner pour avoir la forme de match. Et il y a certains joueurs qui parfois arrivent au combine et qui sont hors de forme. Je sais que ça peut être un peu difficile à croire parce qu'on se dit non, mais ils ont bossé toute leur vie, c'est ça qu'ils veulent. Malheureusement, il y en a qui ne réalisent pas exactement ça et qui arrivent là-bas en se disant ouais, bon, c'est juste le combine, c'est pas vraiment un match. Je peux faire ces exercices en me levant de mon lit le matin. Ouais, sauf que malheureusement, c'est vraiment une grave erreur parce qu'ils sont vraiment prêts pour ça. Ils sont prêts pour voir votre shape, votre forme physique, savoir si quand vous faites un exercice, quand vous faites un drill, est-ce que vous respirez fort ou est-ce que vous êtes sûr de vous, est-ce que vous transpirez non-stop ou est-ce que vous montrez que vous êtes préparé. Il y a des joueurs qui se démarquent vraiment par ça parce qu'ils arrivent, ils sont dans la forme de leur vie, ils sont impeccables, ils se sont entraînés exactement comme pendant la saison régulière. Et il y en a d'autres qui n'ont pas la même discipline, mais ça c'est quelque chose qui est fortement regardé par la ligue parce que ça arrive dans certaines équipes aussi que on voit même les joueurs pro parfois, on les voit en photo quand ils arrivent au camp d'entraînement et il y en a qui sont totalement hors de forme. Et je sais que ça c'est quelque chose qui rend les coachs complètement fous, c'est quelque chose qui rend les franchises complètement folles parce que on dit toujours qu'on va utiliser le sport pour être en forme, donc on se dit, oh, je suis un peu chubby, je suis un peu trop gros parce que je me suis fait un peu plaisir pendant mon time off, donc je vais utiliser cette période pour me remettre en forme. Ça, c'est vu par la ligue, par les coachs, par le staff, c'est vu comme une perte de temps. En général, on doit être en forme pour pouvoir pratiquer le sport dehors parce que ça évite les risques de blessures. Si vous êtes plus lourd, si vous êtes moins en forme, les mouvements sont moins fluides, on peut plus facilement se blesser. Donc il y a vraiment énormément d'applications à la forme. Ça, c'est quelque chose qui va être absolument observé. Vous arrivez, vous êtes en forme, il y en a qui arrivent, ils sont dans la meilleure forme de leur vie, et c'est clair que ça leur rend service. Et salut Dan, on a des joueurs qui sont parfaitement en forme, on a des joueurs qui arrivent à court de forme, et ça, c'est un facteur qui est fortement vérifié par la ligue. Alors, il y a la deuxième partie, et c'est les blessures, évidemment, parce que dans le football universitaire, dans le football américain universitaire, pour ne pas qu'il y ait de confusion, il y a des blessures. On dit que c'est un sport de contact, j'ai plutôt l'impression que c'est un sport de collision. Le sport de contact, c'est notre football, c'est le football mondial. Le football américain, c'est pas simplement du contact. Ce sont des gens qui se taclent
sans trop regarder à l'intensité, ce sont des gens qui ont pour but de faire tomber l'adversaire au sol pour arrêter l'action. C'est vraiment un sport de collision. Donc forcément, il y a des blessures. Et il y a évidemment les blessures qui arrivent seules. Lorsqu'on peut se déchirer les ligaments, on peut se déchirer on peut faire une déchirure musculaire, simplement sur un faux mouvement, sur une accélération qui n'était pas propice, ou simplement les blessures inexplicables. Je pense que dans tous les sports, peu importe le sport qui vous anime dans la vie, vous avez tous vu, ou malheureusement, vous avez été témoin d'une blessure qui n'était pas explicable. Un faux mouvement qui a l'air bénin. Je sais par exemple pour les fans de foot, lorsque Ronaldo, pas Cristiano, Ronaldo le Brésilien, se rompt le tendon rotulaire pour la première fois. De un, les images sont atroces, je les ai regardées une fois, j'ai pas besoin de les voir deux fois, mais il n'y a rien, il n'y a pas de contact, il fait juste un mouvement qu'il a peut-être fait 1200 fois avant, et il n'y a aucune explication. Le corps craque, ou le tendon d'Achille de Kobe Bryant, pour ceux qui aiment la NBA, où on le voit faire un mouvement sur Klay Thompson, puis on le voit se tenir la cheville comme si rien ne s'était passé. Et en fait, on a un des tendons les plus importants du corps qui est à pop et qui forcément met un terme pendant un moment à la carrière sportive pour passer par la case revalidation. C'est la même chose ici. Les équipes veulent savoir s'il y a des blessures, parce qu'évidemment, les équipes d'université ne vont pas tout donner. Vous savez, c'est un jeu mental, c'est ce que je vous disais, on ne va pas donner toutes les blessures et tous les détails des blessures, parce que les autres équipes vont savoir pour préparer le match. Et on joue beaucoup au bluff, on joue beaucoup c'est vraiment une guerre d'information. On veut pas en donner trop, on veut pas en donner trop peu, on veut juste être au milieu. Donc là, les équipes ne veulent pas du tout faire confiance à ce qui s'est passé dans le passé. Elles veulent savoir si le joueur qu'elles souhaitent drafter et qu'elles vont peut-être drafter, si les blessures vont avoir un impact négatif sur le futur ou si simplement ce sont des blessures au-dessus desquelles on peut passer. Alors vous allez me dire, il y a des blessures qu'on ne peut pas prévoir. C'est un fait. Mais ça, vu qu'on ne peut pas le tester, on ne perd pas son temps. Par contre, si on voit qu'un joueur s'est fait les croisés en début de saison universitaire, on veut savoir si ça a été bien soigné. On veut voir si on récupère de l'élasticité, on veut voir si on récupère de l'explosivité. Tout ça, c'est ultra important. Donc, ce sont des choses que les équipes veulent voir. Parce que je vous dis, quand elles investissent au pic de draft, évidemment, le test de dépistage de drogue, parce que c'est strictement une obligation, même dans la liste. Euh, le test CIBEX, je ne vous cache pas que je ne connais pas, je l'ai découvert en prenant les informations. Isocinétique, globalement, on mesure la force musculaire. Ça a évidemment une importance quand vous jouez à un sport aussi physique que la NFL. Et Wonder League, j'ai vu un test d'intelligence pour le recrutement sportif. Honnêtement, j'étais pas spécialement familier avec le test non plus, mais je sais en tout cas de sources sûres que pendant les entretiens, les équipes absolument veulent déstabiliser les joueurs. Ils veulent voir comment ils réagissent dans une situation où ils sont en inconfort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les réunit en général dans un lieu neutre. On les compare aux autres joueurs de leur position, de leur classe de draft, et on veut voir un peu comment ils réagissent. Je vous dis, j'ai encore entendu un exécutif en parler dans un podcast qui expliquait qu'ils adorent voir lesquels joueurs étaient les alphas, lesquels joueurs avaient plus tendance à suivre, ceux qui se démarquent, ils regardent vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment des. C'est assez marrant, vous êtes dans les stades, vous avez des gens qui évidemment sont sur leur tablette pour voir ça en direct, vous avez des gens avec des jumelles pour voir les différents comportements. C'est vraiment, le but est vraiment de les mettre dans une situation aussi inconfortable que possible et voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont arriver à l'heure pour le workout? Est-ce qu'ils vont écouter le workout? Est-ce qu'ils vont arriver en forme pour le workout? Toutes ces informations sont prises par la ligue et surtout par les équipes qui souhaitent drafter. Comme je vous l'ai dit, si vous avez une équipe qui veut absolument un quarterback ou qui veut absolument un bon running back ou qui veut absolument un bon tight end et qui ils se disent bon, on va utiliser notre premier ou notre deuxième choix, on veut essayer de se donner un maximum de chances que ce joueur devienne excellent et permette d'améliorer l'équipe sur le long terme.